L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, coucou mes très chers Witches, on se retrouve pour ce deuxième samedi du mois autour de la lame numéro 6 du tarot de Marseille avec notre très chère amie Mimi Mireille. Coucou Mimi. Coucou Alina, coucou les Witches. J'espère que tu vas bien. Bah oui Alina, quand je t'entends, tu le sais, tu vas me prendre pour une vieille et dire que je radote, mais quand je t'entends, ça va toujours. C'est réciproque, ma très chère Mimi. Maintenant, tu n'es pas une petite vieille qui radote, je te rassure. Merci Alina. En plus, on va parler d'amour aujourd'hui, puisque là, tu vas décortiquer la lame numéro 6, un magnifique chiffre également. Voilà, où il y a plein de symbolisme autour de ce chiffre-là. Tu vas nous en parler et tu vas décortiquer donc la lame donc de l'amoureux. Et voilà, on est en février, alors c'est un petit peu logique quelque part qu'on se retrouve à parler donc d'amour au mois de février, puisque le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Eh ben, on va dire que le hasard fait bien les choses, même si l'amoureux, c'est ça, mais pas uniquement. Ah, que de mystère, très chère Mimi. Alors, mes très chers amis Witches, donc on va retrouver comme chaque deuxième samedi du mois l'émission en plusieurs parties. La première partie, c'est le décortiquage de la couleur. Ensuite, en deuxième partie, tu vas nous développer tout ce qui est en lien avec les chiffres. Le troisième partie, ça va être les objets et le symbolisme hébreu. Et enfin, conclusion, quatrième partie, et message donc de la lame. Donc c'est parti ma petite Mimi, on y va. Comme on est dans l'introduction, je vais refaire mon petit laïus habituel en vous disant que je ne suis pas tarologue, que le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. Alors je me base sur mes propres recherches personnelles, faites par le passé, que j'ai actualisées évidemment, concernant le tarot de Marseille, et ça n'a pas changé, mon maître inconditionnel est toujours Papus. Et par contre, je me base aussi sur, on va dire, d'autres tarologues plus contemporains. Et maintenant, on va passer à ce qu'on voit sur cette carte. Et Alina, oui. Que vois-tu, par exemple? Dis-moi tout. It's me, je suis Alina. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Il y en a 3 principaux avec un petit ange au-dessus. Il y a beaucoup de bleu, de rouge, de jaune aussi, bien évidemment. Et alors, dans ma vision, là, tout de suite, là, en regardant cette image, cette illustration, pour moi, la couleur qui est dominante, c'est vraiment le blanc. C'est vraiment ce que je ressens, c'est le blanc, quoi. On a l'impression qu'il y a de la pureté totale, comme si, en fin de compte, l'amoureux représentait la pureté de soi, la pureté du don de soi, de l'amour, du partage. En plus, on voit les personnages, ils échangent entre eux, donc il y a un partage qui s'opère avec bienveillance. C'est ce que je ressens. Les couleurs, tout est magnifiquement bien orchestré. Voilà. En plus, alors le personnage de gauche, j'ai l'impression que c'est une dame. Elle pose sa main sur l'épaule gauche du personnage central. Pareil, avec douceur en fait. J'ai la sensation avec douceur, comme si en fin de compte, je sais pas, il proposait au personnage central de découvrir une réponse, mais de manière bienveillante, en fait, à une question qui se pose. Enfin voilà, je vous dis ce que je ressens là sur le moment, comme s'il l'aiguillait, en fin de compte, dans son apprentissage. Et puis, il les regarde tous les deux en plus, comme si c'était elle qui donnait, en fin de compte, soit par rapport à cette main qui est posée là, du côté gauche, comme si... Ouais, elle régnait en maître en fait, ce qu'elle était là comme une personne qui connaissait les choses et qu'elle accompagnait avec douceur ce questionnement que le personnage central se pose. Je sais pas si je suis dans le vrai. On découvrira ça ensemble, Alina. Voilà.
Donc je sais pas si ça suffit. Alors c'est vrai que quand même le Cupidon, enfin l'ange avec des ailes bleues, c'est quand même assez surprenant également. Ton fameux bleu roi. Ouais, c'est assez surprenant de voir les ailes en bleu aussi. Ok, très bien. Alors je vais aller moi-même dans le descriptif et vous dire ce que j'y vois. Hein. Alors comme on y voit déjà 4 personnages, hein, tu l'as bien dit. Tout en haut il y a un ange. Alors selon les croyances, pour moi spontanément c'est Cupidon. D'autres parleront d'un chérubin parce que le chérubin il a également cet aspect-là selon nos croyances. Hein. Et comme tu l'as justement souligné, il a la particularité d'avoir ses ailes bleues. Il est blond, il a des cheveux blonds, hein, jaunes, et dans sa main, il tient un arc avec une flèche. Alors à l'arrière, on peut y voir une sorte de soleil blanc avec 7 rayons rouges, 8 rayons jaunes et 8 rayons bleus. Donc je les ai comptés. Hein. Sur la partie inférieure de la carte, alors on y voit 3 personnages. Alors au centre, on voit un jeune homme blond, avec des cheveux longs même, hein, un peu ondulés. Il porte une sorte de robe rayée bleu, rouge, jaune, avec une ceinture et des manches qui sont de la couleur jaune. Hein. Il a les jambes et les pieds nus, ce fameux jeune homme. Hein. À sa gauche, on y voit une femme, on peut dire d'âge mûr, vêtue d'une robe rouge aux manches bleues, de profil, avec des cheveux bleus. Je sais pas si t'as remarqué, Alina, et une sorte de crête jaune sur la tête. Oui, j'ai vu les cheveux bleus et c'est pour ça que dans ma vision, je me dis qu'elle est brune. D'accord. Elle, comme tu l'as dit, elle pose sa main sur l'épaule droite du personnage central et son autre main est en haut de la cuisse. Je sais pas si tu l'as remarqué, on voit juste quelques doigts. C'est au niveau de la cuisse du jeune homme à peu près, sur sa robe, là où il y a la rayure rouge. Ensuite, à sa droite, on y voit une jeune femme blonde aux longs cheveux, vêtue de bleu, avec on peut dire une sorte de parmenture rouge. Hein. Sa main gauche est au niveau du cœur du jeune homme et sa main droite est posée au niveau du ventre. Alors pour moi, cet arcane, il se passe plein de choses. Contrairement à toi, j'ai pas vu de couleur dominante. J'ai l'impression que toutes les couleurs sont presque égales, hein, sauf le noir. Et pour moi, j'ai pas le même ressenti que toi. Moi, ça me perturbe. Hein. Pour moi, il y a trop d'informations. Il se passe tellement de choses là-dedans que pour moi, c'en est déstabilisant. Et donc, je vais me baser alors sur ton ressenti, parce que pour moi, toutes les couleurs étaient à peu près équivalentes, sauf le noir. Donc, je vais commencer par le blanc. Oui. Comme pour toi, c'est la couleur la plus présente. Donc le blanc, tu vois, comme tu le sais, hein, c'est vraiment l'opposé du noir. Avec le blanc, on est en présence de la grâce, de la transfiguration, mais aussi quelque part de la révélation. Hein. Le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Hein. Qui représente la pureté, hein, mais aussi l'esprit divin, c'est la lumière, hein, par excellence, et aussi elle symbolise l'initiation, le passage d'un état à un autre et le début d'un cycle. Et avec le blanc, on est en présence de la marque du futur. Donc c'est peut-être pas inintéressant que notre petit Cupidon est dans un cercle blanc et qu'il a une flèche et un arc de couleur blanche. Donc c'est peut-être grâce à lui le début d'un nouveau cycle. Un passage vers un autre état qui va se produire dans le futur. Et donc ensuite, après le blanc,
Pour toi, quelle est la couleur qui est la plus présente, le bleu, le rouge? J'hésite entre le bleu et le rouge quand même. Mais ouais. Hein, on est d'accord. Hein. Ah, Oui, je dirais le bleu. Le bleu. Alors avec le bleu, là on arrive nouveau, comme tu le sais, hein, dans les couleurs célestes, hein, et donc le bleu fait référence au ciel, mais aussi à la couleur de l'eau, des océans. C'est les fluides, les choses qui circulent, qui sont harmonieuses. Hein. Comme tu le sais, hein, c'est une couleur qui est très utilisée en Occident, hein, et elle a un lien avec le rêve. Hein. C'est aussi un symbole de paix et de tranquillité. Donc, c'est vraiment une couleur qui a son côté apaisant, tu vois. Et il y a un attachement, un lien avec le père. Donc on dit aussi qu'elle favorise l'endormissement, hein, et que elle contribue à baisser la tension artérielle. Hein, et elle permet donc par là, on peut dire que grâce à elle, on est plus détendu, mais aussi bien le corps et l'esprit. Hein. Et ce bleu, il a un lien avec la féminité. La passivité, c'est aussi la couleur du secret. Ah tiens, on y arrive, Anina. T'as dit on parlait d'amour. C'est la couleur du sentiment, hein, et aussi du spirituel. Hein. Donc c'est pas inintéressant que notre ami Cupidon, à nouveau, a des ailes bleues, parce que lui seul connaît un secret, je pense, et ce secret, il va l'envoyer sur Terre par l'intermédiaire de sa flèche, et à voir où c'est qu'elle va arriver, cette flèche. Hein. Oui, le secret c'est l'amour, je suis sûre. Oui, mais l'amour pour qui? Ils sont 3. Ils vont nous faire un trio? Non, j'ai l'impression que c'est un couple. Le personnage du centre et à droite, pour moi c'est un couple. Et celle qui a les cheveux bleus, pour moi c'est le personnage céleste. Tu vois, d'accord. Le maire en fait qui valide en fin de compte le couple. D'accord, on va voir ça un peu plus tard. Et donc maintenant on va arriver au rouge. Hein. Donc le rouge, hein, tu le sais, c'est l'opposition ouverte. Alors là il se passe quelque chose. Hein. Il y a de la vie, il y a une puissance. On y revient, Alina, c'est la couleur de l'amour, la couleur de la passion, hein. Donc c'est encore plus intense que le sentiment. Hein. Là, on n'est pas en paix. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. C'est vraiment un mouvement intérieur et puissant. Comme l'amour. L'amour, c'est plus fort que nous. Hein. Quand on a ce sentiment en nous et qu'on l'a déjà vécu au moins une fois, on sait, ça part de notre cœur et on est complètement transformé. Et ça se voit jusque dans nos actes. Et même nos pensées, tout est transformé. Hein. Mimi, je pensais à un truc là, en regardant le personnage principal. Tu te souviens que la fois d'avant, on avait parlé justement de la flamme de la bougie, du feu. Et en fait, le personnage central, il a toutes les couleurs de la flamme sur lui. Mmh. Et c'est fou quand même. Oui, et il les a par petite quantité, ces couleurs, vu que c'est des rayures. Hein. Ouais. Donc la flamme de la passion. Oui. Ah oui. La flamme de la passion, la flamme de l'amour, la flamme de la sexualité, de la chaleur, donc tout ce qu'on peut avoir du côté positif, quoi, hein, qui surgit, qui émane de lui, quoi. Hein. Et avec le rouge, on a aussi, c'est l'action, c'est aussi le masculin, tu vois. Oui. Et si tu le regardes, notre personnage, dans son habit, il a quand même beaucoup de rouge. Hein. Oui, il est passionné. Le rouge est très présent, hein, dans son habit. Hein. Voilà, il est passionné. Hein. Oui. C'est un amoureux, passionné, fougueux. Et voilà, tout simplement, ceci explique cela. L'amoureux, il est passionné. Voilà. D'accord.
Et maintenant, on arrive alors à la couleur. On va passer au jaune. Hein. Le jaune qui est vraiment la couleur de la chaleur. Hein. C'est l'exubérance. Quand on est amoureux, c'est l'explosion, c'est la lumière. On est vif, on est joyeux. On respire tout ça, quoi. Et quelque part, c'est une richesse aussi, hein. Mais bon, après, il y a quand même un côté, aussi une part de spirituel, hein, dans ce jaune, hein. Et en plus du soleil et de la chaleur, mais c'est aussi l'amitié, la richesse dans les relations humaines. C'est vraiment plein de choses, hein. Et tu sais bien chez nos amis les alchimistes, la pierre philosophale, ils veulent tous la transformer en or, et cet or, ce métal, il est nouveau de couleur jaune. Donc le jaune, c'est la couleur des rois, hein, du divin. C'est l'intelligence aussi. C'est vraiment quelque chose qui a une place importante aussi dans la vie, le jaune. Tout à fait, c'est le lion qui rugit. Oui. Et on va passer maintenant à la couleur chair, qui est aussi très présente, hein, parce qu'on voit bien tout notre chérubin, il est peut-être, notre Cupidon, il a une part de céleste avec ses ailes bleues qui ont une grande place, mais lui, il est vraiment tout nu et tout de chair. Hein. Même son espèce de carcan est couleur chair. Hein. Et puis on y voit bien les têtes des personnages, ainsi que les mains et les jambes qui sont de couleur chair. Donc on voit bien que on est en présence de l'incarnation, on est dans la partie humanité, hein, de l'être. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une couleur qui est ni positive ni négative, mais elle est aussi en lien avec le psychisme humain. Et l'amour, c'est intérieur, c'est pas quelque chose de physique, ce sentiment de l'amour. Donc on est vraiment bien représenté avec cette couleur chair qui nous montre vraiment notre côté, notre être, notre intériorité, quoi. Hein. Et par contre, il y a une petite ambiguïté, car tout est mêlé, hein, le ciel, l'enfer, la violence, la paix, et on est dans le présent. D'ailleurs, on le sait bien, hein, quand on voit certaines tragédies ou histoires dans les livres ou le théâtre, l'amour fort, intense, peut mener à la mort. Regarde Roméo et Juliette, par exemple, hein, ou Tristan et Isolde. La littérature est remplie de drames amoureux, même si la passion, l'amour était là, quoi. Hein. Donc attention aussi à l'amour, mais ça, je pense que tout le monde le sait, quoi. Hein. C'est beau, mais quand c'est incarné dans la matière, il peut y avoir aussi un petit revers de médaille quand c'est vraiment trop intense. Eh bien, merci ma petite Mimi pour cette première partie fort intéressante, hein, n'est-ce pas ? Contente qu'elle t'ait plu, cette première partie. Donc on pourra voyager pour la suite d'ici peu. Ouais, ça promet du lourd pour la suite. Hein. Moi, je sais pas pour vous, les amis, mais moi, cette carte, elle me fait quelque chose. Hein. Franchement, voilà, j'arrête pas de la regarder depuis tout à l'heure, depuis que Mimi nous en parle. Et je suis là, je la scrute et je vois des choses. Mais on n'en dit pas plus. On va laisser l'émission se dérouler tranquillement et on va se retrouver après une petite pause musicale. Oui, Alina. Mais je constate, tu es en véritable ébullition, hein, depuis que je t'ai montré cet arcane. Hein. Ah, il y a la passion qui sommeille.
Mais ça, c'est le signe de l'amour, là. Ton mari est pas loin, c'est pour ça. Et oui. Et puis en plus, on est tous les deux le signe de la balance, donc je te dis pas comme ça cartonne, hein, au niveau émotion. Ça y va. Donc, on se retrouve après une petite pause musicale et pour cette deuxième partie, eh bien, tu vas nous décortiquer les chiffres en fait, hein, autour de cette lame. C'est tout à fait ça, Alina. À tout à l'heure, Mimi. À tout à l'heure, Alina. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio. La radio qui va vous enchanter. Coucou mes très chers witches, on se retrouve pour la suite, la deuxième partie donc de la lame numéro 6 qui est l'amoureuse. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis après cette pause musicale, magique et enchanteresse, on va retourner dans l'univers plus terre à terre des chiffres et des nombres. L'univers impitoyable des chiffres et des lettres, hein. Si tu veux. Ouais, je pense à Dallas là, hein, pour le petit truc, hein, pour le petit laïeul, voilà. Si les gens n'ont pas compris, Dallas. Pour tous ceux qu'on a perdu tous les moins de 20 ans là, qui ne peuvent pas connaître Dallas. Et alors, son univers impitoyable. C'est ça. Et il y a l'amour beaucoup dans Dallas en plus. Ah oui, hein, oui, c'est très présent dans Dallas. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette lame autour des chiffres? Alors, on voit plein de chiffres, hein, qui s'en ressortent. Alors, on va commencer par le chiffre 4. Pourquoi 4? Alors, parce qu'il y a 4 personnages. Bravo, Alina. Bravo! Merveilleux, je suis intelligente. Alors, le 4, comme tu le sais, on est à un carrefour. Mais, grâce à notre libre arbitre, on va faire un choix. Soit on va évoluer vers l'homme sage avec le 5, soit on va régresser en redescendant au stade animal avec le 3. Donc l'enjeu de l'humanité est là, il est actuel, hein. Rester dans la matière, ses envies, ses désirs, ou évoluer vers le haut, vers le ciel, vers le spirituel. Donc c'est une étape dans la vie qu'il faut choisir, rester dans l'animal et écouter nos envies, ce qui nous fait vibrer, nos désirs, ou alors évoluer. C'est ce que veut dire le 4. Et tu le sais aussi, hein, avec le 4, dans une autre dimension, on a les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 phases de la lune, les 4 saisons, les 4 éléments. Le 4 est vraiment en lien avec le terrestre, la tonalité du monde créé et révélé, hein. Donc, on est face à une question de choix. Ce qu'on veut, quel chemin prendre. Et on arrive au 6. Alors le 6, pas de mystère, hein. Tu sais à quoi il représente ce 6? Oui. Oui, alors c'est le numéro de l'arcane, hein. Bah oui. Alors ce chiffre, lui, il est en lien avec l'ange. Ah tiens, l'ange, qui c'est Cupidon, il est là sur l'arcane, il est présent. Donc c'est l'âme, c'est la fin de son cycle, c'est la réincarnation, c'est pleinement esprit là par contre, hein. Par contre, l'ange, c'est aussi la spirale de l'amour. Toujours notre amoureux, hein. Mais c'est la spirale d'amour qui vient du cœur. C'est vraiment le sentiment amoureux, tu vois. Et c'est vraiment l'ange, un canal pur vibratoire, hein, qui est en lien avec ce 6, hein. Et donc c'est doublement présent en fin de compte, hein, par le chiffre 6 et par notre Cupidon. Et quand tu dessines un 6, quand tu l'écris, tu t'en rends peut-être 1, 2, 3. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu fais un 6, en fait, tu dessines aussi une nouvelle vie. Parce que la forme du 6, c'est quasiment
la forme d'un fœtus quand tu l'écris. Donc quelque part, tu transmets une nouvelle vie, une sagesse qui est enfermée dans ce 6. Il y a plein de choses qui se passent quand tu traces le 6 que t'as même peut-être pas conscience. Est-ce que tu en avais conscience de faire ça quand tu écris un 6, Alina? Mais alors pas du tout. Là, tu m'apprends quelque chose. Vraiment, tu m'ouvres une porte. Merci, Mimi. Ouais, hein? Effectivement, ça a la forme d'un fœtus. Ah ouais, c'est juste scotché là. Je ne sais quoi dire. Alina est sans voix. Alors je vais continuer, je vais meubler parce qu'on fait de la radio là. Tout à fait. Non, parce que forcément les amis, vous savez que c'est enregistré, mais quand même, Mimi dit quand même des choses très pertinentes et on peut pas rebondir comme ça en 5 secondes. Donc là, je suis en train de recevoir un magnifique message. Donc merci Mimi. Bah de rien, Alina. J'espère qu'il va convenir aussi aux Witches. Hein. Le 6. Création d'une vie. Waouh. Après, le 6, c'est aussi l'étoile à 6 branches. Alors, tu la connais, hein, cette étoile à 6 branches. Hein, c'est quand tu dessines 2 triangles. Alors, Isilon nous l'avait bien expliqué. Hein, le triangle vers le haut, le triangle vers le bas. La pointe du haut, c'est le feu. La pointe du bas, c'est l'eau. Et puis, entre les deux, tu as l'air et la terre. Et puis forcément, ce qui en découle de ça, t'as le chaud, le froid, l'humide, le sec. C'est vraiment tout un aspect significatif de cette étoile à 6 branches, hein, qui a vraiment tout son sens dans l'ésotérisme, hein, et je pense peut-être dans ta pratique aussi, Alina. Ah bah oui, tout à fait. Moi, la magie élémentale, la magie naturelle reliée aux 4 éléments, ça fait partie de mon quotidien depuis de très nombreuses années maintenant. Oui. Et je pense que tu n'es pas la seule. Hein. Oh oui. Après, évidemment, si tu vas voir nos amis chrétiens, le 6, pour eux, il est négatif. Le 6 c'est vraiment très péjoratif au niveau de l'Apocalypse. Hein. Il serait le nombre du péché, mais ça va plus loin aussi parce qu'il est en lien avec Néron, tu sais, l'empereur qui avait à l'époque de la persécution. Hein. Et en fait, pour trouver ce fameux 6, tu sais, le 666 là, hein, Néron, il était le 6e empereur, mais en plus, quand tu faisais de la gématrie, ce que je vous parle toujours plus bas, en fait, dans la tradition des kabbalistes, hein, chaque lettre a un chiffre, donc quand tu additionnes chaque lettre et que tu fais ta réduction, avec ce 6e empereur, tu tombais sur 666. Donc c'était le chiffre de la bête, le chiffre du mal, quoi, personnifié pour les chrétiens. Et en fait, au lieu de parler de Néron ouvertement, il l'appelait 666 ou 666, tu vois. C'était une sorte de message codé pour ne pas être persécuté, hein, quand il disait des choses à son sujet. Et on va arriver au 7, hein. Donc le 7, c'est les 7 rayons rouges, hein, que j'ai relevés et que j'ai comptés, hein. Donc ce 7, là, on se rapproche de Dieu. C'est Dieu lui-même, hein, ou l'élève de Dieu, si tu préfères. Et en fin de compte, les anges, à force de s'élever toujours plus haut, toujours dans une dimension supérieure, hein, il y a une barre qui s'attache en haut, quoi. Il a également une ligne, hein, c'est la ligne sur le monde d'en bas. Et on peut dire que le 7, c'est une croix renversée, quoi. Hein. C'est une épreuve, un carrefour, hein, aussi, hein. Et il y a toujours quelque chose à réussir pour continuer à monter.
En fait, ce 7, c'est un palier dans l'élévation, quoi. Hein. Et on arrive donc maintenant aux 8 rayons, hein. Donc le chiffre 8. Alors lui, il est en lien direct avec l'infini, tu sais, ce fameux 8 couché, hein. Et forcément, si c'est l'infini, le 8 couché, on est en direct ligne avec l'équilibre. Hein. Avec le 8, on a l'impression qu'on voit un reflet, un cercle sur un autre, tu sais, quand tu le dessines. Hein. Donc on peut dire 2 cercles l'un sur l'autre, et on peut y voir, dans le cercle du haut, on y revient, le cercle du ciel, et dans le cercle du bas, le cercle de la terre. Et ce chiffre est présent dans plusieurs religions, croyances, mythologies. Tu as par exemple la rose des vents, ou le nombre de pétales de la fleur de lotus de Bouddha, en passant par les Incas, ou qui est celui des ancêtres primordiaux dans leur dynastie, tu vois. Donc ce 8 est vraiment présent partout. Je vais te faire un petit exemple. Par exemple, dans la Bible aussi, hein, la durée de la création, tu vois. 6 jours, le 7e jour, celui de l'homme, et le 8e, celui de Jésus-Christ, ou du repos, tu sais, avec le dimanche, tu vois. Et les anges qui portent le trône céleste, ils sont 8 pour le porter. Et si tu mets la réunion, tu sais, d'un cercle dans un carré, hein, ça te donne un octogone, et cet octogone, donc t'as 8 côtés, hein, et c'est de nouveau la rencontre entre le ciel et la terre, tu vois. Donc avec le 8, il se passe aussi plein de choses. Alors en plus, moi j'ai un lien très particulier avec le chiffre 8 parce que c'est mon chiffre de chemin de vie, et donc j'ai fait énormément de recherches autour du 8, et je trouve que c'est un chiffre magnifique et passionnant. Très très compliqué à vivre aussi parce qu'il peut t'emmener très loin si tu as la possibilité de, mais en même temps le challenge est énorme, quoi. Là, il est compliqué, hein, ce 8, hein. Mais en même temps tellement passionnant. Oui, il peut être enrichissant aussi à la fois, hein. Oui. Alors je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le 8, quelque chose qui te particulièrement que tu as découvert par rapport à ton chemin de vie. Alors, en fait, déjà il y a le Ouroboros, tu sais, avec ce fameux serpent qui se dans la queue. Ça c'est c'est quelque chose qui revient énormément autour de ce chiffre. Et moi, ce que je ressens aussi autour de ce chiffre, c'est surtout le symbolisme du destin, la destinée. Comme si quelque chose était déjà tracé. Peu importe en fin de compte le chemin que tu prendras, ça s'entrecroise constamment. On a l'impression que pour que tu puisses évoluer et avancer, il faut que tu arrives à faire un travail sur toi énorme, constamment, tu vois, que tu sois constamment en période de transformation, d'évolution, de compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. C'est le ressenti que j'en ai par rapport aux recherches que j'ai fait et par rapport à ma vie personnelle aussi sur le chiffre 8. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Et en fin de compte, tu peux le relier au symbolisme de l'infini. Là, tu disais, ça se croise, ça s'entrecroise. Mais ce 8 couché, et même quand tu dessines le 8, t'as un croisement au milieu, hein. Oui, tout à fait. Donc, peu importe le chemin que tu prends pour tracer ton 8, c'est un peu l'allégorie du chemin de ta vie, et il y a des croisements, où ça tourne, ça revient, ça repart, selon tes choix. Non, mais c'est énorme en fait, hein. En plus, je vois par rapport à ton plan, effectivement, si jamais vous êtes intéressés, mes très chers witches, quand vous allez demander le plan de Mimi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce plan, Mimi fait un énorme travail à chaque fois dans les émissions. Là, c'est un plan qui fait 17 pages, et en plus, elle nous met également les images, les illustrations. Donc, elle nous montre à quoi ressemble un octogone, si jamais on n'arrive pas à visualiser un octogone. Enfin, il y a vraiment des choses que tu développes aussi à fond sur le plan, quoi, hein, qu'on n'a pas l'impression sur le moment quand on t'écoute
t'écoute, on t'écoute, mais après coup, il y a aussi beaucoup d'enrichissement en lisant ton plan. Alors moi, chose que je ne fais pas ou peu pendant qu'on enregistre l'émission, parce que je ne veux pas être happée par tout ce que tu vas nous dire aussi. Donc, c'est la découverte en même temps que les witches, et après coup, une fois que le thème est là, et que j'échange avec toi, je regarde, tu vois. Pour voir si aussi de mon côté, je suis dans mon ressenti, si je suis dans le vrai aussi quelque part, tu vois, par rapport à tes recherches. C'est vrai que toi, tu es dans le ressenti, et moi, dans ce que je fais là, avec mes recherches dans le plan, on va dire, je suis plus dans le cérébral. Mon ressenti, j'en parle pas là, oui. Mais volontairement, hein. Oui. Oui, parce que je veux pas une influence. Je veux que chacun garde son propre ressenti, tu vois, et je veux pas qu'il soit influencé par le mien, parce que chacun a son ressenti propre en fonction de son vécu, en fonction de X raisons, quoi. Hein. Oui, puis même par rapport à ses propres recherches sur le sujet aussi. Hein. Tu vois, il y en a qui utilisent le tarot de Marseille avec une méthodologie qui est différente. Tu vois ? Complètement, hein. Ils vont pas tous chercher le symbolisme de Papus dans leur interprétation. Donc, on le voit bien d'ailleurs. Bon, je me base beaucoup sur Papus, mais pas uniquement Papus, mais fortement. Moi, si je prends par exemple mon exemple, moi j'ai le tarot des magiciens. Je ne sais pas si c'est basé sur Papus pour le créer, mais le tarot des magiciens, c'est vachement plus au niveau du symbolisme des cartes, beaucoup plus dans la créativité, la création d'un monde. On rentre dans une école, il y a tout un truc autour donc du tarot des magiciens que l'on doit faire en amont comme travail, et on retrouve pas forcément les mêmes similitudes qu'un tarot de Marseille traditionnel comme tu pourrais nous l'enseigner. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper pertinent en fin de compte ce type d'émission que l'on propose avec toi, Mimi. Oui, après moi ton tarot je le connais pas, hein, mais je pense que c'est un tarot qui est, on va dire, contemporain. Oui. C'est un tarot qui est de maintenant ou qui a quelques années, tu vois. Donc forcément il y a une évolution entre Papus, Marseille, pour arriver au tien, tu vois. Oui. Mais quand même, il y a cette vision en fait du cheminement de l'initié, puisqu'on rentre dans une école de magie pour être initié au mystère du monde et à la spiritualité, et donc il y a quand même cette corrélation, tu vois, par rapport au tarot de Marseille. Mais c'est important de garder une base. Comme tout tarot, qu'il soit ancien ou moderne, il aura toujours 78 lames, tu vois. Oui. Parce que il y a des impératifs qui ne changent pas. Si t'as plus de lames ou moins de lames, on arrive dans un oracle. On n'est plus dans le même registre, tu vois. On est d'accord. C'est très bien que tu l'aies précisé, parce que souvent les gens n'arrivent pas à faire la concordance entre ce qu'est un oracle et un tarot. Là, tu viens de l'expliquer. En fait, l'oracle, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment propre au créateur par rapport aux symboles. Alors, il peut y mettre des symboles qu'il connaît et qu'il a appris en découvrant différents tarots, et notamment Papus et le tarot de Marseille et d'autres types de cartes, d'oracles. Mais en soi, un oracle est créé par le créateur, et son symbolisme est orienté à travers ce créateur-là. Oui, tout à fait. Et puis il y a des oracles connus, anciens, comme par exemple Béline ou le Normand, tu vois, qui ont une renommée à travers les siècles. Mais on a aussi des oracles plus contemporains, actuels, qu'on a régulièrement, je sais pas, sur les animaux totems, sur les runes, sur la forêt. Et sur les arbres, peu importe, tu vois. Mais c'est important que l'on choisit un tarot ou un oracle contemporain ou ancien. C'est pas le plus important. Il faut que ces cartes-là nous parlent, nous happent, pour qu'on arrive à nous transcender et à comprendre le message qu'elle veut nous donner. Et pas dire je prends Marseille parce que c'est une tradition, c'est un ancien tarot, alors qu'il te parle pas, tu vois. Oui. Après, voilà, quand on veut aussi être un petit peu dans le sérieux de sa pratique, on peut effectivement découvrir un enseignement
autour du tarot de Marseille. Ça, c'est autre chose, hein. On est d'accord. Et évidemment, il y aura toujours un apprentissage, même si au bout d'un moment, le ressenti, l'intuition va peut-être prendre le dessus. Mais il y aura forcément un travail, ça tombe pas du ciel, quoi. On est d'accord. Eh bien, merci ma petite Mimi pour ce merveilleux moment donc de cette deuxième partie autour du décortiquage des chiffres. Donc on va faire une petite pause musicale et après coup on va partir pour la troisième partie autour des objets et du symbolisme de l'hébreu. Ça te va? Ça marche, Alina, avec grand plaisir. Donc à tout à l'heure ma très chère Mimi et les witches. À tout à l'heure, Alina. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, coucou mes très chers witches, on se retrouve donc pour la troisième partie donc de la lame numéro 6 du tarot de Marseille autour de l'amoureux. Ça va bien, Mimi? Oui, ça va toujours bien. Et puis en plus, très bon choix à nouveau de musique. Hein. C'était très bien. Ah, l'amour. Donc, écoute, on va continuer l'émission. Ça passe super vite. C'est déjà la troisième partie. On est en milieu d'émission là, et donc tu vas décortiquer toute la partie des objets, mais aussi le symbolisme hébreu. C'est tout à fait ça, Alina. Alors, on va commencer avec les rayons. Hein. On a vu qu'il y a des rayons autour de notre Cupidon, de différentes couleurs. Donc, les rayons sont vraiment présents et nombreux. Et en fait, sur toutes les œuvres d'art, les rayons comme ça autour d'un cercle, peu importe la forme exacte qu'ils ont, ça symbolise toujours le soleil, ou alors les auréoles, entre autres. C'est comme un code tacite, quoi. Une façon de faire universelle quelque part. Et puis ça symbolise aussi la lumière, l'aspect lumineux du soleil ou d'un saint, d'un héros ou d'un génie. C'est vraiment pour mettre en évidence cette lumière, ce lumineux soit de l'astre principal, soit d'une personne. Et forcément, l'être lumineux aura un lien avec le soleil. Il peut réchauffer, féconder, mais attention, il y a aussi le revers de la médaille, il peut se brûler les ailes, il peut sécher, il peut quelque part être rendu stérile selon les cas, quoi. Donc, faut bien garder à l'esprit les deux aspects de ce rayon lumineux. On va aller alors du côté des mains. Alors les mains, il y a beaucoup à dire. Alors on voit que chaque main des personnages donne une direction différente, mais aussi un signe de convivialité. Je pense que tu as remarqué, Alina, au niveau des mains qu'il se passait quelque chose. T'en as une qui est à plat, t'en as une qui est horizontale, une qui est un peu vers le haut, l'autre qui est un peu vers le bas. Et en fait, dans l'histoire, on voit 5 mains au lieu de 6 aussi. Où est la 6e main ou la 2e main de notre personnage central? Elle se promène où? On ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Est-ce qu'elle est autour de la taille de la personne? Est-ce que il l'a contre lui? On ne sait pas. Est-ce que toi, tu as une hypothèse de où est passée sa main? Alors, pas du tout, mais moi, je pense qu'elle est derrière sa chérie, sur la droite. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Après, les mains, comme tu le sais, c'est le membre le plus complexe et le plus sollicité du corps.
On fait plein de choses avec nos mains. On peut saisir, on peut manipuler des objets. On le voit bien dans notre quotidien, par exemple. Tout ce que l'on fait avec nos mains. Et c'est une des particularités, ce fait de saisir. Mais par contre, mis à part attraper des choses, les manipuler, faire écrire par exemple, la main peut servir aussi à communiquer. Quand on discute, des fois on bouge les mains. Ça s'appelle parler avec les mains. Je sais pas si c'est ton cas. Oui, je confirme. C'est souvent le cas, les mains se déplacent, les mains bougent, mais par contre, il y a l'autre langage, le langage des sourds et muets, où là, les mains sont vraiment la partie intégrante de la communication et pas uniquement un support à la parole. Tu as aussi la main qui symbolise aussi le pouvoir et la justice. Par le passé, tu sais, le souverain avait souvent des bâtons de commandement qui représentaient une main en ivoire et généralement à 3 doigts ouverts, et elle s'appelait main de justice. Et puis avec les mains, il y a également un art divinatoire qui est associé, je pense que tu le connais. Quand on étudie les lignes de la main, le voyant peut découvrir l'avenir d'une personne. C'est la chiromancie, c'est ça ? Oui, j'allais y venir, que cet art, on l'appelle la chiromancie, d'ailleurs, qui était déjà pratiqué depuis l'Antiquité. Et qui d'ailleurs n'est pas beaucoup développé dans notre communauté. Je dis ça, je ne dis rien, mais tu verras demain, si quelqu'un se met à écrire un livre et développe cette pratique, tout le monde va devenir chiromancien. Ça, oui, je pense que ça va être un phénomène de mode à ce moment-là. Ils vont dire ouais, super, on va y aller quoi. Par contre, il existe un oracle qui s'appelle, je crois que c'est l'oracle d'Indira. En fait, il allie le jeu de 32 avec les lignes de la main. Et petite subtilité de cet oracle, il a 2 valets pour la même personne, en fait. Il appelle valet le garçon, le jeune garçon, et la fille l'appelle valette. Donc il a doublé le valet. Je sais pas si je me suis bien exprimée, Alina. Ah oui, mais on a compris. Je pense que les witches, c'est pareil. En fait, c'est un oracle chiromancien qui est, je pense, qui date des années 80, qui est plus trop d'actualité aujourd'hui. Et avec les cartes, tu as des mains qui sont représentées, alors plus ou moins grandes, avec plus ou moins de lignes présentes. En fait, ils mettent les lignes principales qu'ils veulent mettre en évidence, quoi. Et je trouve que c'est un bon concept, cet oracle, pour quelqu'un qui voudrait peut-être débuter en chiromancie, tu vois, et allier les cartes qu'il connaît, ou inversement, tu vois. Donc maintenant, on va passer à l'arc. Alors l'arc est la 4e arme inventée par l'homme. C'est une arme à propulsion, comme ses précédentes, le harpon ou la lance, tu vois, et même la fronde préhistorique. Donc le fait de jeter, te donner plus de force pour atteindre ton objectif, tu vois. Elle incarne la puissance, l'habilité. C'est tout naturel qu'elle est attribuée à des héros tels que Homère dans l'Odyssée. Ulysse se sert de l'arc pour tuer des prétendants de sa femme. C'est aussi le symbolisme du chasseur, mais aussi une arme royale ou encore de la chevalerie. Là, tu as besoin de plusieurs choses. Tu as l'arc, la partie avant, mais il te faut une corde, autrement ça fonctionne pas, et aussi une flèche. Il te faut 3 choses pour que l'arc fonctionne.
Mais si tu vas du côté du symbolisme, l'arc, c'est également le sexuel, l'attention, d'où jaillit nos désirs, en lien direct avec notre inconscient. Donc, c'est pas innocent que Cupidon, lui, il ait un arc pour lancer sa flèche, tu vois, sa flèche de l'amour sur Terre. Hein. Alors maintenant que je t'ai parlé de l'arc, on va parler de sa flèche. La flèche, elle symbolise la pénétration, hein, comme tu peux l'imaginer, hein, mais aussi l'ouverture. Donc, de manière générale, tu peux dire que elle symbolise l'universel, la projection, le choix, tu vois, on retrouve de nouveau cette notion de choix qu'il faut choisir, tu vois, comme dans l'arcane de l'amoureux. Et aussi c'est le destin, parce que tu sais pas d'avance comment que ça va se passer, ce que tu vas choisir. T'as la corde pour constituer ton arc. Donc la corde symbolise l'élévation, l'ascension. En Afrique, la corde est un instrument de magie. Dans les religions nordiques, le sorcier de la religion nordique noyait le vent dont il avait le pouvoir avec la corde. Hein. Quelque part, on est nouveau dans le domaine de l'élévation selon le choix et puis la magie d'avoir choisi. Alors maintenant, on arrive à l'ange ou Cupidon, hein, selon nos croyances. Alors, je me souviens de mes cours d'hébreu ancien, hein, on avait le mot ange. Hein. Alors en fait, ça vient de angelos en hébreu qui veut dire messager. Et pareil pour l'hébreu ancien, hein, on l'appelle malak, et malak, ça veut dire ange et messager. Donc, autrement dit, l'ange est un messager. Alors, on va essayer de trouver quel est cet ange avec les indices que l'on a. Hein. Alors, il y a une hiérarchie dans les anges. Hein. Ils sont au nombre de 9 groupes, à savoir les séraphins, les chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange et ange. Et le seul qui a une flèche, hein, on l'attribue à Cupidon. Donc c'est notre fameux chérubin. Hein. Et on a, il est le dieu de l'amour, il est le fils de Vénus et de Mars. Il est représenté sous la forme d'un ange. Hein. Son homologue grec, c'est Eros. Cupidon est capable de répandre l'amour partout autour de lui. Hein. Il symbolise vraiment le coup de foudre, la passion soudaine. Hein. Mais par contre, comme c'est soudain, c'est souvent passager et ça dure pas dans le temps. Hein. Mais avec son arc, en train de lancer sa flèche, il est pas si innocent que ça, notre enfant, parce qu'il rend les gens amoureux. Et donc maintenant, on va continuer, si tu le veux bien, avec l'amoureux, mais la partie hébraïque. Alors sa lettre, c'est le Vav, et c'est la 6e lettre de l'alphabet, donc il a cette valeur numérique de 6. Alors le Vav, chez nos amis grecs, c'est la lettre Upsilon, et pour nous en France, c'est le F. Hein. Alors Vav, ça veut dire crochet, union, clou, cheville. Alors il est l'union entre l'homme et Dieu qui donne accès à la vie éternelle. Chez les anciens, l'amoureux, là, il est en lien avec le taureau. Donc moi, je sais pas grand-chose sur le taureau. Alina nous en parlera un petit peu plus. Tout ce que je peux vous dire là, c'est que pour moi, c'est le deuxième signe de l'astrologie, mais du printemps. Hein. C'est un signe de terre. Et nos amis taureaux sont des romantiques, mais ils sont aussi... ils peuvent être des amants, des amantes, ils peuvent être fidèles, passionnés, c'est la fougue avec l'amour, hein. Et des fois, ils prennent des décisions qui peuvent être réfléchies aussi, mais des fois moins. Et c'est pour ça que je trouve que ce signe du taureau
dans la tradition ancienne, correspond bien à cette lame 6 de l'amoureux. Les couleurs qui lui sont associées sont le vert profond, parfois accompagné du rubis. Évidemment, le rouge rubis, c'est de nouveau le signe de l'amour, du divin, du courage. Bon, je vais pas vous redévelopper cette couleur du rubis, le rouge. Mais par contre, le vert, c'est également la couleur de Vénus. Donc, une fois de plus, on a ce côté amour. Et bon, ces caractéristiques, c'est le médiateur divin, c'est l'axe qui relie le ciel, la terre, c'est comme une colonne vertébrale. Et le choix de ce qui nous unit ou de ce qui nous sépare. Et notre amoureux sera confronté au choix également, autant dans son chemin de vie que dans son amour. C'est aussi le Vave qui évoque l'union des deux mondes, humain, divin, mais aussi ce qui rend possible par l'amour et la miséricorde, ou le désir de s'ouvrir sur quelque chose qui nous dépasse. On peut aussi dire que le Vave est en lien avec l'arbre de vie, dont les fruits donnent accès au bonheur éternel. Alors l'homme debout sous-entend que l'homme debout a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors ça, c'est quelque chose qui me caractérise bien. Je dis souvent que j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vais même plus loin et que je vis dans la lune, parce que c'est vraiment quelque chose qui me représente et je me retrouve bien dans cette signification du Vave. Donc le Vave, c'est le 6, comme je te disais avant. Le 6, c'est l'harmonie, c'est le rayonnement solaire, c'est l'harmonie grâce au sceau de Salomon avec ses 6 branches. Alors j'ai fait une représentation du sceau de Salomon sur le plan, Alina, et dans son centre, on y voit bien la tête du taureau. Donc on retrouve bien de nouveau cette symbolique avec l'astrologie, et ces 2 sceaux de Salomon, c'est de nouveau l'union entre le haut, le bas, le matériel, le spirituel, le macrocosme, le microcosme, la transcendance et l'immanence. C'est vraiment un tout avec les 2 qui sont antagonismes. Et puis, comme je te disais, ce Vave, c'est le crochet. Alors, le crochet, d'accrocher quelque chose, ça symbolise ici de mettre 2 choses ensemble. Et Cupidon, lui, il va mettre 2 personnes ensemble, il va les accrocher. Quand tu es amoureux, quelque part, tu es accroché à la personne que tu aimes. Et le clou, il a plus ou moins cette même symbolique. Le clou, tu sais, c'est un objet pointu qui peut être tranchant. Il contribue à éloigner les forces nuisibles, le mauvais esprit aussi. Tu peux planter un clou. Et quelque part, quand tu fais cette action de planter un clou, c'est clouer le mal pour qu'il ne soit pas là. Et donc, si tu fais cette union de 2 personnes, tu remets 2 personnes ensemble comme le crochet, et comme quand tu es amoureux, c'est l'union de 2 personnes qui peut être complètement différente aussi. Et je pense que là, tu peux nous donner un peu plus de détails sur le taureau en astrologie, Alina ? Eh bien, effectivement, Mimi, donc j'ai fait mes petites recherches, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup l'astrologie. Et moi, donc, j'ai découvert autour du taureau qu'il était donc associé à la planète Vénus. Donc, tu vois, on reprend bien là l'univers de l'amoureux avec l'amour. Oui, parfaitement, Alina. Du coup, ça colle de nouveau bien à notre arcane. Tout à fait. J'ai aussi découvert en fait que le taureau était associé à Zeus. Donc là, il y a encore cette histoire, si jamais on prend une corrélation entre choisir le pouvoir ou choisir l'amour, choisir l'évolution,
comme étant le soleil, parce que Zeus c'est quand même la représentation même du dieu divin, hein, quelque part. C'est donc choisir un cheminement mystique et ésotérique dans l'élévation de la personne, de la représentation de la personne que l'on peut être dans notre évolution, ou alors peut-être même choisir l'amour, tu vois, ou alors lier les deux, amour et pouvoir. Oui, on est complètement. Zeus, c'est le dieu des dieux, et quand tu vois toutes les histoires d'amour qu'il a eues à gauche et à droite, quelque part, c'est pas étonnant ce lien. Tout à fait. Et on voit également, en faisant des recherches, que donc le taureau est associé à la maison 2 en astrologie, et la maison 2 est associée à tout ce qui est possession, valorisation, représentation même de tout ce que l'on a au niveau des revenus, donc vraiment possession matérielle, hein, donc tout ce qui est possession matérielle et même perte. Et là aussi, on peut avoir une corrélation parce que possession, passion au niveau amour, possession matérielle pour l'élévation qui n'est pas forcément liée au spirituel mais de façon négative, tu vois, si on vit mal cette lame par exemple, ou si on la retourne, ça peut être aussi associé à ça. Donc il y a encore une corrélation qui peut s'opérer, comme quoi c'est pas anodin. Et j'ai aussi voulu un petit peu dissocier l'astrologie en mettant un lien un petit peu plus ésotérique autour du taureau. Et j'adore le site luminescence.org. Je trouve que c'est un blog vraiment magnifique dans lequel la créatrice ou le créateur de ce blog retranscrit vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le symbolisme de plein de sujets. Et en plus vous donne les sources dans lesquelles elle les a trouvées. Donc vraiment à mettre. D'ailleurs, je t'avais mis le lien, Mimi, donc si tu peux le rajouter dans ton plan, ce serait merveilleux. Donc luminescence.org. Et donc là, elle nous explique que on peut associer le taureau également au fait d'affronter notre secret qui est le plus sombre, le fait d'enrichir notre vie en trouvant la joie de tous les instants, et même gérer également ses colères, parce que forcément quand on pense au taureau, on pense au pouvoir, à la colère qui est sublimée et décuplée. Donc c'est vraiment un pouvoir intense en fin de compte que peut représenter le taureau à ce niveau-là. Tu en penses quoi? Oui, c'est vrai que le taureau, c'est un fougueux, c'est un sanguin quelque part. Et le site que tu parles, oui, je le connais, il est vraiment intéressant. Et en fin de compte, il est vraiment sérieux et il apporte beaucoup de choses, tu vois. Et c'est juste ce que tu dis là, hein. C'est complètement ça, hein. Et pour finir, dans l'interprétation du symbolisme, quand on rêve du taureau par exemple, niveau symbole onirique, luminescence.org nous explique que c'est en lien avec la reproduction, le pouvoir, la colère, la force, la vitesse, l'obstination et le sacrifice. Si on utilise le taureau en tant que gardien protecteur, il protège ce qui est sacré. Il garde contre l'intrusion. Donc tu vois, en fait, on retrouve vraiment des similitudes autour de tout ce que tu as expliqué par rapport à cette lame associée au taureau. Et si on prend le taureau de manière dit oracle, là on nous dit d'affronter notre côté obscur en fait, et de ne pas se laisser aller à la fureur. Et je trouve ça tellement passionnant et merveilleux. Oui, c'est vrai. Et puis le taureau quelque part, il peut aussi avoir ce côté bestial, animal, tu vois, où il est plus aseptisé, mais il y a une telle force, une telle puissance, tu vois, dans ce taureau, et je pense qu'on ne peut pas passer non plus à côté du Minotaure qui était moitié taureau, moitié homme, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir un lien aussi, hein. Tout à fait. Effectivement, elle en parle aussi sur son site, dans la page du taureau, si vous voulez décortiquer les amis. Et effectivement, pour accéder au pouvoir du taureau, il faut aussi accéder au pouvoir, au décortiquage du labyrinthe, c'est lié au Minotaure, par rapport à sa légende et à son mythe. Et en plus, le Minotaure, quelque part, il est né d'un amour impossible. On a à nouveau, l'amour qui est là, tu vois, c'était Pasiphae, je pense qu'ils doivent en parler dans ton site, je suis pas allée le voir, hein, qui était l'épouse de Minos et d'un taureau blanc, mais en fait elle est pas tombée amoureuse volontairement de ce taureau, c'était Poséidon qui lui avait envoyé ce taureau, tu sais, de toute façon il y a
dans la mythologie, il y a toujours des rivalités, des choses qui se produisent et des amours improbables parce que un a mis sur le chemin de l'autre et en fin de compte, ça donne naissance à des créatures particulières, on va dire. Tout à fait, ma petite Mimi. Et en plus, on se rend compte également d'autres choses. Tout à l'heure, je vous ai dit en fait que le taureau était associé à Zeus, donc c'est quand même, un personnage puissant. On peut aussi l'associer à Osiris, si on s'intéresse à l'Égypte et à toute la pratique, égyptienne dans notre art, parce qu'en fin de compte, la tête de Osiris est la représentation d'un taureau en fait. D'accord. Je maîtrise moins la mythologie égyptienne, mais de toute façon complètement, c'était ce genre de mythologie où ils étaient moitié homme, moitié animal, donc forcément il pouvait y avoir un lien, quoi. Donc en fait, on se rend compte que il y a plein de clés, il y a plein de chemins qui peuvent mener au décortiquage d'un tarot en fait. Tu vois, si on retrouve tous les symbolismes divers et variés un peu partout, on voit que le symbolisme de base reste le même quelque part, mais avec quand même une puissance autour de l'interprétation où justement il faut creuser dans l'intérieur, le côté sombre intérieur de l'être humain pour pouvoir en faire rejaillir la lumière. Tu vois, encore une fois, c'est ça qui est fou. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. En gros, entre le choix de la matière, donc qui est de vivre cette passion physiquement, ou alors le choix spirituel pour l'élévation de son âme. Oui. Et après, est-ce qu'il veut vivre cette passion, ce côté charnel avec une personne et s'élever, ou alors multiplier les relations et rester dans le côté animal, bestial? Oui, c'est passionnant. Oui, mais quand on commence, on peut aller très loin. Hein. Ah oui. Quand on arrive à analyser des petites choses, tu vois, on se rend compte, on se dit mais c'est hallucinant en fait le tarot. Et je pense que au tout début, quand tu m'as dit ce que tu voyais sur la carte et ton ressenti, tu pensais pas du tout à ça. Hein. Ah non du tout. Pour moi, quand j'ai analysé la carte tout de suite, parce que j'ai pas cherché à comprendre ce que pouvait être interprété au niveau de la lame, hein. J'ai laissé parler mon cœur en regardant la carte et pour moi c'était vraiment le symbolisme de l'amour avec cette bénédiction de cette femme à gauche qui positionne sa main en disant oui, en plus Cupidon au-dessus, le soleil qui éclate avec la lune, pour moi c'était vraiment un symbolisme puissant de bienveillance, d'abondance, d'amour, de fraternité, de bonheur et de magie, mais en même temps là en décortiquant avec toi cette soirée et en faisant des recherches du côté du taureau, parce que tu m'as demandé de faire des recherches en amont au-dessus de ça, on s'aperçoit que c'est pas si simple en fait. C'est à l'image de la vie, rien n'est tracé. Tout à fait, et tout est ombre et lumière également. Voilà pour cette troisième partie. Mes très chères witches, passionnante, comme les deux premières parties d'ailleurs. Donc là, on va faire une petite pause musicale, ma très chère Mimi, et puis si tu le veux bien, on se retrouve pour la dernière partie, pour le message de la lame. Ah non, je veux pas. C'est vrai, non, je plaisante. Alors là, je vais vous dire un truc, c'est la première fois que Mimi me fait le coup. C'est qu'elle est au taquet, Mimi. Elle veut faire des blagues, et il faut te lâcher, t'as raison. Donc, si tu évidemment, c'était une plaisanterie. Je vais pas vous laisser sur votre faim. Hein. Mais en même temps, si tu veux pas, on reste ensemble. Là, moi, ça me dérange pas. Non, c'est parfait. Et pourtant, on n'est pas à la Poisson d'avril encore. Hein. Mimi, elle nous réserve une surprise pour Poisson d'avril. Ah, faut que je te prépare quelque chose pour le Poisson d'avril. Est-ce un message subliminal? Peut-être, qui sait. En tout cas, on fait plein de gros bisous. On se dit à tout à l'heure après la petite pause musicale. Mimi, elle est d'accord. Vous inquiétez pas, je l'ai pas forcée. Donc à tout à l'heure après la pause. À tout à l'heure. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio
qui va vous enchanter. Eh bien, hello les witches, on se retrouve pour la dernière partie. Oh, merveilleux, merveilleux, non pas merveilleux. C'est la fin presque de l'émission, Mimi. Eh oui, c'est la fin. Ça passe trop vite. Ah ben, on se retrouvera dans quelques temps pour l'arcane 7. Tu sais qui c'est l'arcane 7 ou pas? Attends, me dis pas. Je sais pas. C'est le chariot. Ah, le chariot. Magnifique. Mais bon, là on est à l'amoureux. Oui, puis on est en février, on est dans le mois de l'amour, bien évidemment. Imbolc qui est passé. Voilà, la nature nous ouvre ses bras, la lumière revient, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et là, tu vas donc nous préciser avec un petit peu plus de détails le message de cette lame qui est l'amoureux. Alors, avec notre ami l'amoureux, on arrive à la croisée des chemins. Alors, c'est la première lame majeure qui nous parle de sentiments, mais des sentiments en général, hein. Et contrairement aux précédentes, je pense que tu as dû remarquer, qui parlaient plus de spirituel ou de matériel, ici on a vraiment un fort lien avec le sentiment. Alors par contre, on est toujours encore dans le chemin initiatique qu'on a débuté avec notre ami le battleur, et notre chemin initiatique n'est pas fini, on va encore continuer quelques lames, tu verras ça. Mais on va revenir maintenant à notre amoureux, Et par contre, il n'y a pas que l'amour. Là, on est en présence d'un questionnement. L'écoute de soi, mais aussi de ce qu'on aime. Alors, l'amoureux nous invite à laisser de la place à l'amour, aux échanges avec les autres. Ça, je pense que tu as dû le remarquer. En fait, c'est vraiment laisser une place à l'amour dans notre vie. Quand cette carte se présente, qu'elle apparaît dans le jeu, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut laisser de la place à l'amour. C'était pas avant, c'était pas demain, c'est à l'instant présent, quoi. Par contre, les mains vont être une clé pour la compréhension de cet arcane. Donc, le personnage de gauche, celui qui a les cheveux bleus, a la main sur l'épaule du personnage du milieu. Ça, c'est pas un scoop, tu l'as vu, je l'ai déjà dit. Donc, on peut l'interpréter de deux façons. Soit le personnage veut le pousser, soit il le retient, comme pour le protéger. Après, la deuxième main du même personnage est posée sur le bas de la robe du personnage du milieu, en haut du milieu de sa cuisse, en fin de compte. Alors, comme pour la première main, il peut y avoir deux significations, soit un geste sexuel ou à l'opposé d'un geste qui repousse la sexualité. Donc, il y a cette notion un peu ambiguë avec ce personnage, on ne sait pas trop, il retient, il laisse partir, il pousse, on ne sait pas. La troisième main, celle du personnage central, a la main au niveau de la ceinture. C'est un geste d'affirmation. La ceinture, c'est la jonction entre le corps et l'esprit. Sa main symbolise la volonté du jeune homme. La quatrième main, vers le ventre de la jeune femme, si on regarde la position de ses doigts, on se demande si c'est la main du jeune homme ou celle de la jeune fille, parce que c'est un peu spécial comme c'est plié. Au vu des couleurs de la manche, on sait que ça appartient à la jeune femme. Ou alors c'est un bras en commun qui symboliserait l'union. On ne sait pas trop. Et la cinquième main qui est visible, elle est posée au niveau du cœur du personnage du milieu. Il peut y avoir un lien avec le sentiment, mais elle peut être en opposition aux mains qui expriment le côté sexuel. Mais il y a aussi un double sens. On peut penser que le jeune qui peut tirer, vers lui le personnage du milieu.
tu sais, la jeune fille un peu la gripper et le tirer vers elle, tu vois. Donc ce jeu de main est vraiment particulier dans cet arcane et quelque part révélateur. Je te pousse, je t'attire à moi, je veux quelque chose, mais je sais pas, je te repousse, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces mains. Je sais pas si tu l'avais remarqué, et maintenant que je t'en parle, si tu le ressens. Ah, oui, je le ressens maintenant que tu m'en parles. Effectivement, sur le moment, j'avais pas fait vraiment de rapprochement parce que obnubilé très certainement par les personnages et ce qu'on voit autour, mais pas vraiment les mains, quoi. À part justement cette main que je ressentais bienveillante sur la gauche de l'épaule du personnage principal et central. Mais sinon, ce jeu de main que tu m'expliques, oui, maintenant que tu m'en parles, je ne vois que ça. Après, c'est vraiment central, c'est au milieu de l'arcane, hein. Et tu vois, quelque part, c'est déstabilisant parce qu'on voit bien qu'il y a 5 mains, mais où est la 6e, tu vois? D'où le chiffre 5 aussi, hein. Complètement. Et on peut interpréter tellement de choses par rapport à cette main qui n'apparaît pas. Soit elle est derrière lui parce qu'il y a une certaine position, une posture que l'on peut reconnaître chez certaines personnalités aristocrates d'une certaine époque. Soit il a posé sa main derrière elle en disant en fin de compte c'est elle qui le choisit, mais on nous montre pas parce que c'est encore une fois le choix qui est le mystère. Et puis où est-ce qu'il l'a positionné sa main derrière elle, au niveau de sa taille, au niveau de ses fesses, au niveau on sait pas. C'est vrai. Où c'est qu'il la promène sa main, ou alors s'il l'a sur sa hanche, ou tu vois, à lui, hein. C'est l'inconnu. Et c'est le personnage du milieu qui est l'amoureux, qui est censé faire un choix quelque part, hein. Ouais. Et maintenant que j'y pense et que je t'écoute depuis le début de l'émission et qu'on décortique ensemble cette lame, pour moi la sensation c'est que sa main est derrière lui. Ah, c'est très. Puis en plus, comme tu disais, le jeu de main et puis le bras de la demoiselle sur la droite, on a même l'impression qu'il y a sa propre main à l'intérieur, tu sais. L'impression qu'il y a une continuité en fait entre eux. Ouais. Hein, on est d'accord, hein. Comme s'ils se prenaient. C'est ce que je te disais, moi, cette lame, elle est perturbante, elle est déstabilisante. C'est ce que je te disais au début pour moi. Il y a tellement de choses qui se passent que ça en devient perturbant. Trop de choses. C'est comme les émotions, en fait, quand on est amoureux. Il y a trop d'émotions qui se passent et ça perturbe. Ouais. Et tu sais plus où tu en es dans l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une histoire avec la position donc de ses pieds? Parce que là aussi, la position de ses pieds est quand même étrange. Enfin, on est rarement positionné comme ça quand on est debout. Mis à part Charlot. Voilà, par exemple. Écoute, pour ses pieds, je sais pas, j'ai pas fait de recherche par rapport à ses pieds. Moi, ça me perturbe de voir ça maintenant, là, ce que je vois. Par contre, j'ai fait des recherches par rapport aux couleurs des vêtements présents, mais pas des pieds. Donc ça aussi, si on a une autre recherche à faire. Voilà. Mais je sais que souvent sur le chat, d'ailleurs, je vous invite vraiment les witches. Bon, je vous dis ça à la fin de l'émission, mais je vous invite vraiment à aller sur le chat parce que il y a tellement de transmissions aussi complémentaires en plus de l'émission que vous écoutez là ce soir, notamment grâce à Robert qui développe plein de choses, grâce aussi à une arcadienne qui nous a rejoint sur le chat depuis peu, qui aussi développe aussi plein de choses en corrélation avec l'émission, comme tous les autres witches d'ailleurs. Franchement, allez faire un tour. Je suis sûre que Robert a des informations sur le positionnement des pieds. Robert a fait tout un chemin par rapport au tarot, son chemin personnel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'il en dit parce que lui, il met pas Papus comme maître inconditionnel comme moi. Donc ça donne vraiment un autre éclairage, tu vois. Est-ce que tu as une idée de ce que je vais te raconter concernant les vêtements de nos 3 protagonistes? Voilà, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est des vêtements datant d'un âge avancé. Oui, bon, je te parlais pas du
style vestimentaire, mais de leur couleur, par contre. Alors moi, je mérite du... Voilà. Je l'ai mis pour moi. Oui, bon, après, tu pouvais le mettre pour moi aussi. Ma question n'était peut-être pas claire. Hein. Non, elle était très très claire, en fait. Hein. C'est moi qui suis à l'ouest, donc tu peux y aller. Ok. Alors, la couleur des vêtements peut aussi te donner pas mal d'indications, Alina. Et tous les witches. Hein. On a le personnage de gauche, donc celui qui a ses fameux cheveux bleus. Hein. La dominante de son vêtement est rouge et les manches de son vêtement sont bleues. Donc on peut déduire que c'est une personne qui est dans le côté matériel, avec une petite dose de spirituel. Hein. Et à l'opposé, le personnage de droite, c'est l'inverse. La dominante de son vêtement est bleue, avec juste une petite bande rouge. Donc cela peut t'informer que c'est vraiment une personne qui a un fort lien avec le côté spirituel et peu dans le matériel. Par contre, contrairement aux autres personnages présents, les manches de son vêtement sont blancs. Le blanc, c'est la pureté, la grâce. Bon, je vais pas trop faire le laïus là-dessus, hein. Mais tu te rends compte que les deux personnages sont vraiment dans un univers complètement différent. Et tu le vois bien aussi dans la posture et la position des mains. Le personnage de gauche avec cette robe rouge aux manches bleues est vraiment ancré dans la matière. C'est le matériel qui est vraiment prédominant. Contrairement au personnage de droite, tu vois, c'est plus le spirituel, la pureté, l'innocence quelque part, tu vois. Alors que le personnage du milieu, lui c'est l'as de pique en vacances. Son costume il est rayé, tu as toutes les couleurs, le bleu, le rouge, le jaune. Cela indique que ce personnage il est en harmonie aussi bien avec le matériel, le physique, le spirituel, et avec ses manches jaunes, il a quelque chose de solaire, tu vois. Il est vraiment il rayonne, tu vois. C'est comme Loulou. C'est Louis XIV, quoi. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai que maintenant, alors je suis scotchée, Mimi, je suis scotchée. Encore? Ah ouais, non, mais aujourd'hui, je suis scotchée, hein. Je peux te dire que... Tu vas plus quitter ta chaise, là, à force. Ça fait 2 heures que je ne quitte plus ma chaise, Mimi. Tellement je suis scotchée. Là, je n'avais même pas remarqué qu'elles étaient carrément à l'opposé au niveau des couleurs, quoi. Tu vois? Et alors là, maintenant, là, tu m'ouvres les yeux là-dessus, mais c'est un truc de fou. Effectivement, la gentille, elle est à droite. Enfin, si on appelle la spiritualité le côté gentil et le côté matériel le côté méchant, voilà, on synthétise, on pourrait penser ça. Ah ouais. Et en fait, on a l'impression que les deux types de personnages sont l'appel à choisir. C'est ça? Peut-être aussi, oui. C'est une carte qui est très causante. Il se passe plein de choses, quoi. Hein. D'ailleurs, concernant ces 3 personnages, Alina, est-ce que tu as quelques suppositions à me faire? Qu'est-ce qui peuvent être ces 3 personnes l'un pour l'autre? Moi, j'ai l'impression, maintenant que l'émission est passée, attention, parce qu'au départ, je pensais pas la même chose. Vous voyez, comme quoi le côté, hein, voilà. Là, j'ai l'impression qu'au centre, on a le fils. À gauche, on a la mère. Et à droite, on a sa fiancée. On a l'impression que celui du centre, il a envie de se fiancer avec cette demoiselle à droite, qui est vraiment dans la pureté, etc., etc. Et sa maman lui dit, attention, pars pas trop vite, mon fils, viens, reste avec moi, ou alors, ça va bien se passer, je te donne mon consentement. Tu vois? Parce que j'ai pas la sensation, en fait, qu'elle soit si négative, en fait, sa mère. Tu vois? Si c'est sa mère. Si c'est sa mère. Ça peut être une supposition. Ça peut être une supposition. Parce que moi, le ressenti, c'était, en fin de compte, je positionne ma main sur ton épaule en disant, j'accepte
C'est l'aval, tu vois. Ton choix, est bienveillant en fait, tu vois. C'est vraiment, je ressens quelque chose de bienveillant. Oui, un jeune homme qui présente sa fiancée qui est la dame de droite en bleu à sa mère qui est la femme de gauche. Ça peut être une supposition. Oui. Par contre, ça peut être un jeune homme qui doit choisir entre deux femmes aussi. Ah, tu penses? Mais moi, j'ai l'impression que celle de gauche, elle est quand même plus âgée. Hein. Ouais, mais ça fait rien. T'as des couples où il y a une différence d'âge. C'est vrai. C'est un petit peu, en fin de compte, on a l'impression le message que le message que les hommes qu'on nous met en fait en avant, que l'homme doit faire quand il doit se marier en fait. Soit choisir entre une femme spirituelle qui va l'élever, qui va élever son couple et donc son aura en tant qu'homme, ou alors choisir le côté charnel de la maîtresse, ou même pas faire de choix du tout et avoir les deux dans sa vie. Oui, ou alors un jeune homme versatile qui sait pas ce qu'il veut, ou trop timide, ou qui n'assume pas son choix. Ça arrive aussi, ou ses opinions. Ou alors cette personne que tu disais, sa mère bienveillante, ça peut peut-être être une maquerelle ou une entremetteuse, mais ça peut être tout. Je t'ai bien dit au début, ça peut être la mère, et le jeune homme qui présente à sa mère sa copine. Oui. Mais après, et pourquoi pas le personnage du milieu? Est-ce qu'il serait pas un travesti, ce jeune homme, et qui n'assume pas sa part d'homosexualité en choisissant le personnage de gauche qui a un visage peut-être pas très féminin, vu qu'il a son visage tourné vers lui, ou vers elle. Effectivement, on peut aussi y voir cette corrélation-là. Ouais. Et puis il y en a sûrement bien d'autres qui doivent fuser sur le chat aussi. Un frère et une sœur qui échangent avec leur maman. Non, je pense pas là. L'amour familial d'une mère. Ouais, mais c'est pas le but de l'arcane là. Ah, d'accord. Moi je vais loin. Oui, parce que je suis allée loin et tu t'y attendais pas. Ah, donc du coup, tu te mets à extrapoler, je pense. Ah mais énorme. Ah bah oui. Ça y est, je me dis, ça y est, c'est un frère et une sœur, c'est l'amour familial, c'est la bienveillance de la maman à gauche. Non. Tu vois. Par contre, on n'a pas beaucoup parlé de ce soleil, mais la lune avec tous ces côtés lumineux, tu vois, qui quand même, qui dominent la carte. Oui, mais quand t'es amoureux, t'es dans le lumineux, tu vois plus le négatif, t'es bien là où tu es, non? Oui, c'est vrai. Tu es dans un autre monde quelque part. Oui. Après, il y a un autre lien que tu as sûrement pas fait avec cet arcane. Alors là, je viens de m'apercevoir d'un truc, justement, que tu dis ça. Ah bah non, c'est sa flèche. Donc non. Je croyais qu'il y avait un cordon ombilical sur Cupidon. Ah non, mais je te jure, je suis allée loin. J'ai cru qu'il y avait un cordon je constate. Tu vois, un cordon ombilical qui l'emmène du côté du soleil, en fait. Mais non, c'est l'arc de flèche, en fait. Rien à voir. Non, je vois pas de quoi tu veux parler, alors, Mimi. Non, il y a un lien avec un autre arcane. En fait, regarde comment écrit l'amoureux. Dans le temps, on l'écrivait comme ça. Le U, il est écrit en V. Ah, comme si on nous emmenait vers le 5. Et il y a une autre arcane où le U est écrit en V. Alors, tu sais peut-être pas toi, mais c'est l'arcane 16, qui est la maison Dieu. Le U de Dieu est aussi écrit en V. Et derrière Cupidon, on voit également ce soleil, ces rayons, qui garantit le grand amour, l'amour cosmique, la source de l'amour universel, même l'amour conscient, inconscient, délivré par Cupidon, le messager, mais qui a un lien direct avec cet arcane 16, tu vois. L'amoureux vraiment nous invite à nous questionner aussi sur nos émotions que procure l'amour, tu vois. Ouais. Et il y a le lien avec cet arcane 16. D'accord. Alors en plus, je t'en avais parlé, mais l'arcane 16, c'est ma préférée. La maison de Dieu, j'adore. Je trouve qu'il y a une explosion de créativité dans cette carte. Alors c'est pas du tout ça, a priori le symbolisme, mais moi j'y vois ça. Donc j'ai hâte qu'on arrive à l'arcane 16. On n'y est encore pas.
Mais j'ai hâte. Bah là, je pense que ce sera pas encore pour tout de suite, hein, la 16. Hein. Oui. Parce que au mois de juin, on sera qu'à la 10, hein, avec la roue de fortune. Hein. C'est pas grave, je suis patiente. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce choix en lien avec les émotions, l'amour? Ben, c'est la joie, la nouvelle union, le plaisir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? L'amitié, la beauté? Qu'est-ce qu'on a parlé là par rapport à tous les cas de figure? Le partage? Oui. Après, bon, là c'est plus loin, mais c'est la triangulaire. Et dans l'absolu, ben c'est tomber amoureux, hein, entre autres. Hein. Ouais. C'est la principale chose. Mais tous ces points en commun, hein, et puis on peut en avoir d'autres, hein, eh ben ils définissent que c'est le moment du choix. Le choix est important, tu vois. Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux une nouvelle union, si tu veux une amitié, si tu veux une triangulaire, si tu veux que du plaisir, tu choisis. Donc tu es maître de ton choix. C'est aussi ça que ça veut dire quelque part. Voilà, le choix de ton chemin, ton évolution et le choix de l'amour ou pas, quoi. Voilà. Eh ben écoute, je vais te laisser, Alina, par rapport à ces questions de choix et d'amour, hein, te laisser décanter le message de notre amoureux. Et maintenant, on va essayer de s'approprier l'énergie de l'amoureux, notamment en commençant avec la lithothérapie. Donc les pierres. Ok. Alors la première pierre que je te propose, alors c'est une pierre que j'ai découverte qui s'appelle la storotite. Alors cette pierre, elle a, comme tu le vois dessus, c'est vraiment particulier, elle a une croix qui s'est formée dessus, hein. Et la légende raconte que si l'on trouve cette pierre, c'est qu'une fée a pleuré à cet endroit et qui a créé cette fameuse pierre, hein, qui est dans les tons violet foncé. Hein. Alors si tu portes cette pierre, elle permet de briser les liens de dépendance physique comme affective. Hein. En méditation, elle favorise la communication avec les esprits de la nature. Bah, c'est pas étonnant, hein, vu la légende de cette pierre. Et dans ta poche, elle favorise l'ancrage. Alors, je ne sais pas si tu la connais, cette pierre, et si elle t'inspire quelque chose. Alors là, je suis scotchée. Je n'en peux plus, Mimi. Alors tu le sais, moi je suis pas vraiment à l'aise avec la lithothérapie, ça m'a jamais vraiment intéressée, même si j'ai encore, je le dis à chaque fois, mais je possède quelques pierres, mais je ne suis pas une passionnée de lithothérapie. Mais en fait, grâce à ton émission, je découvre vraiment de plus en plus de pierres et tu m'apprends effectivement à développer l'intérêt autour de ça. Et je trouve que cette pierre, elle est magnifique. J'adore. Ah oui, je trouve aussi, elle est vraiment de toute beauté. Hein. Alors, bon, peut-être qu'il y a un lien parce que tu m'as dit le mot fée, je sais pas, mais et peut-être pleure avec larmes, je sais pas, mais je trouve que elle est superbe, elle est magnifique et je ressens également de la mélancolie en la regardant et j'adore. Alors moi j'aime bien les pierres qui sont brutes, qui sont pas travaillées, tu vois, où la main de l'homme a intervenu le moins possible, tu vois. Et là ça se voit qu'elle est vraiment assez brute cette pierre et elle me parle aussi beaucoup. Hein. Alors tu vois, on se rejoint là-dessus parce que pour moi une pierre dans ma vision, je la trouve en faisant mes balades, donc totalement en pleine nature, ou alors quand je fais mes voyages. Et effectivement, j'aime qu'elle soit la plus naturelle possible. Et c'est ce que je ressens également en la regardant. J'ai l'impression que la main de l'homme ne l'a pas modifiée, changée, perturbée, tu vois. Et c'est peut-être la larme d'une fée qui l'a transformée et qui sait, ouvre les yeux au détour d'une de tes promenades, t'en trouveras peut-être qu'une larme de fée a transformée. C'est très très beau, je trouve. Et là maintenant on va passer au quartz rose astérié. Alors personnellement j'ai plusieurs quartz roses bruts, mais pas des astériés. Ils sont un peu particuliers, ils sont pas loin de la géode, ceux-là. Hein. En fait, l'intérêt de cette pierre, c'est vraiment une pierre qui, en massage, ils disent qu'elle réduit les hématomes. Donc, si tu as un bleu,
tu la passes sur ton bleu. Sous l'oreiller ou sur la table de nuit, elle éloigne les cauchemars, les peurs nocturnes, autant pour les enfants que les adultes. Et cette pierre favorise le calme, la tendresse, l'amour divin et véritable. Alors personnellement, j'ai un quartz rose sur ma table de nuit, pas un astérié, mais un quartz rose brut. Et je trouve que dans la pièce, dans la chambre, ça apporte de la sérénité et c'est intéressant de l'avoir à cet endroit-là. Hein. Alors attention avec le quartz rose, il faut pas l'exposer au soleil. Tu le recharges avec les rayons de la lune. Hein. Autrement, tu la dénatures et elle aura plus ses bienfaits. Cette pierre est intéressante aussi si on a des enfants qui font des cauchemars. La mettre à proximité du lit va les aider à les apaiser et à éloigner les cauchemars. C'est intéressant quand on a vraiment des petits enfants et qui ont ce problème-là. Alors on arrive maintenant avec les plantes ou les huiles essentielles. Alors on va parler du bigaridier. Alors son nom savant en latin c'est Citrus aurantium. Alors ce fameux bigaradier est une variété d'agrumes. Alors ça ressemble un peu à une clémentine ou une orange ou une mandarine, cette fameuse couleur orange, mais l'enveloppe, la peau, elle est toute rugueuse. Alors en massage, elle est intéressante contre les crampes, pour le physique. Encore en massage, mais pour le spirituel, au niveau du plexus solaire, elle coupe les liens de dépendance. Et du côté émotionnel et mental, elle favorise le sommeil profond. Donc, on se rend compte qu'avec autant les pierres qu'on avait, et maintenant ce bigaradier, quand on a un lien affectif, un lien de dépendance, un lien en fin de compte qui n'est pas sain au niveau relationnel, dans ses relations amoureuses, c'est intéressant pour couper ce lien, de nous aider avec ces pierres ou ces huiles essentielles. Alors on a également l'angélique. Alors on a Angelica Archangelica var sativa ou Angelica officinalis. C'est une plante que l'on peut trouver dans la nature. Je pense que tu en as déjà vu, Alina. C'est considéré comme des mauvaises herbes, évidemment. Alors au niveau physique, elle aide la cicatrisation des plaies. Évidemment quand on n'a pas saigné, et elle apaise les irritations. Au niveau spirituel, en massage, elle calme la douleur prémenstruelle ou alors les flatulences, et en inhalation, pour le côté émotionnel, elle va nous aider à nous débarrasser de notre stress et l'anxiété, tout ça pour favoriser le sommeil. Alors maintenant, on va passer du côté des chakras. Alors, les chakras qui sont associés à cet arcane de notre ami l'amoureux, évidemment, c'est un lien direct avec le chakra majeur du cœur, qui est en lien avec l'amour, la vitalité, la communication. Et ce chakra est en lien avec la note Fa. Alors, j'arrête pas de vous dire, c'est important d'élever notre taux vibratoire. Donc, Alina, tu peux nous faire écouter le lien avec cette note Fa? Tout à fait. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Oui, merci Alina. Et le chakra mineur, c'est pas innocent non plus, Et on voit encore une fois de plus le lien avec notre arcane de l'amoureux. C'est le chakra des mains, donc la paume de la main. Et
les paumes de la main sont également en lien avec le chakra du cœur, et se masser les paumes de la main soi-même permet d'apporter un bien-être général. On ne sait pas pourquoi, mais le fait de, peu importe, avec le bout des doigts, le poing de l'autre main, vraiment se masser la paume de main, ça nous apporte un bien-être, et on peut le compléter également en écoutant la note Fa de nouveau pour élever notre taux vibratoire. Alors j'ai un autre lien avec une autre sonorité un peu différente de cette note Fa. Tu peux également nous la faire écouter, Alina? Bien sûr, donc c'est parti. Merci Alina. Et maintenant, je tenais à vous dire, évidemment, comme à chaque fois, attention, je suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un de ces mots que je vous ai énumérés plus haut, il faut toujours aller consulter votre médecin traitant. Lui seul pourra vous donner le traitement qui vous convient le mieux. Et maintenant, j'en ai fini avec l'amoureux. J'espère que cela vous a parlé, et notamment à toi, Alina. Bah oui. Je pense que je l'ai assez montré ce soir. Oui, c'est vrai que t'étais vraiment particulièrement happée par cet arcane, ouais. Et je pense que autant moi, elle me déstabilise en la voyant, mais autant je pense que je t'ai déstabilisé toi avec mes commentaires. Non, tu m'as pas du tout déstabilisé, au contraire, parce que tu vois, il y a toujours ce premier ressenti, et après coup, il y a ce travail de fond qu'on fait dans le décortiquage, et en fait, quand on regarde une carte ou peu importe la chose qu'on regarde, on laisse toujours laisser son enfant intérieur s'exprimer en fait. Et après coup, il y a l'adulte conscient, posé, qui lui décortique tout et analyse, et là le message mélangé au ressenti de l'enfant intérieur prend tout son sens en fait, et je trouve ça magnifique. C'est vrai, et c'est vrai que on se connaissait pas à l'époque, mais la première fois que j'ai vu les arcanes du tarot, j'aurais peut-être eu les mêmes réactions que toi, tu vois. C'est un chemin qui m'a permis d'évoluer et de te dire ce que j'en dis là aujourd'hui, et peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas, j'aurai peut-être encore une approche différente, parce que j'aurai évolué entre-temps. Alors, mes très chers Witches, là on échange avec Mimi là depuis tout à l'heure et tout, merveilleux, on fait l'émission, mais Mimi elle nous dit pas un truc. Eh oui, elle nous dit pas un truc, c'est que on est le 11 février. Donc dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin, bien évidemment, mais le 13 février, il se passe quelque chose, Mimi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tu veux nous parler de l'arcane sans nom, la 13? Oui, très très drôle, Mimi. Elle veut pas le dire à l'antenne, Mimi, mais c'est son anniversaire. Et oui. Ah bon? Et oui, elle le sait pas. Je crois que j'ai eu une petite amnésie passagère là. Alors, est-ce que t'es comme moi? Moi, le jour de mon anniversaire, je ne travaille pas. Voilà, si vraiment, franchement, je reste à la maison, c'est mon jour et je ne travaille pas, donc je ne fais rien à part quelque chose pour moi-même. Tu fais un peu la même chose ou pas pour ton anniversaire? Ah non, pas du tout. Ça fait déjà plusieurs années que je le fête plus, et j'essaye de l'oublier. En plus, cette année, ce sera un lundi, donc non, je ferai mes activités habituelles du lundi. En plus, alors tu sais que le lundi c'est le jour de la lune. Oui. Et tu aimes particulièrement la lune. Et tu te rends compte? Je sais. Que c'est ta chouchoute. En même temps, tu es né le 13, ça tombe un lundi, jour de la lune. Il faudrait peut-être faire quelque chose, Mimi. Ouais. Non? Mais je suis née un dimanche, jour du soleil, donc... Je sais bien, mais en même temps, la lune, ça te porte, ça te happe. Oui, donc, c'est vrai. Il faut que j'y réfléchisse. Je vais peut-être faire quelque chose de spécial, rien que pour moi, le jour-là. Bon, je t'impose pas, bien sûr, mais... Oui, j'ai bien compris. Je trouve que c'est tellement merveilleux de pouvoir se fêter soi-même notre naissance, tu vois.
Je trouve que c'est magnifique en fait de consacrer ce jour d'anniversaire à transcender la personne que l'on est, quoi. On est là, on existe, on vit des choses, et je trouve que c'est tellement merveilleux en fait de faire ça. C'est possible, je vais essayer de me pencher sur le sujet. Vous avez vu comme j'insiste? Oui. Pauvre Mimi. Voilà. Donc voilà, ma très chère Mimi, vraiment un énorme merci pour cette merveilleuse émission. Franchement, j'en ai pris plein les mirettes, et j'imagine que c'est pareil pour les Witches ce soir à l'écoute de cette émission. Donc on se retrouve donc le deuxième samedi du mois de mars, c'est ça. Et là, on va avoir donc la lame numéro 7. Oui, qui sera le... J'en m'en souviens déjà plus. Ce sera le chariot. Alors là, on sera encore dans un autre univers. Comme tu peux le constater, on sera dans un véhicule. C'est le premier véhicule des arcanes. Hein. Et donc là, qui dit véhicule induit le mouvement. Il va se passer des choses. Encore. On va voyager mais différentes. On va voyager. On va voyager sur notre chemin avec un véhicule. Tu vas voir, ça va être bien. Et puis, il va y avoir des secousses, hein, parce qu'un chariot, ça bouge. Hein. Ben voilà. Ça y est, j'ai résumé l'émission, les amis, c'est bon. Je te fais plein de bisous, ma très chère Mimi. On fait plein de bisous, Witches, et on te dit à très très bientôt. Bisous Alina, bisous les Witches. Et encore un très joyeux anniversaire. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.